Merci Jacques et bonjour à tous, bienvenue à Dystopia 2019. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravi de vous voir rassemblés une fois de plus parmi nous. J'ai quelque chose à vous avouer. Je suis un geek. Je suis un fan de technologie. Je suis fan de technologie et en même temps je suis extrêmement préoccupé par l'impact de ces technologies sur la société, et en particulier les externalités négatives que ces technologies pourraient avoir sur la société. Cet amour des technologies et en même temps cette préoccupation des technologies, ça ne date pas d'hier. Et en préparant cette intervention, je réfléchissais hier à quand ça remontait. Alors là, je vous ai mis une petite photo. Sur cette photo, c'est moi. Enfin, pas la petite fille, parce que la petite fille, c'est ma petite sœur Marie. En revanche, le petit garçon, c'est moi, et je devais avoir 8 ou 9 ans, et j'étais déjà devant mon Mac, et j'étais déjà fan de technologie. Fan de technologie et en même temps extrêmement préoccupé par l'impact de ces technologies sur la société. Et encore une fois, hier, j'étais en train de me dire mais à quand remonte cette préoccupation? Alors là, j'étais pas sûr à 100%. En revanche, il y a une lecture que j'ai faite, je devais avoir 13, 14, 15 ans, je ne sais plus exactement. Et cette lecture, c'était Brave New World, le meilleur des mondes, de Aldous Huxley. Qui parmi vous a lu ce roman? Levez la main, levez la main. Ah ok, donc il y en a pas mal. On a un certain nombre de points communs. Pour ceux qui ne connaissent pas Brave New World, le meilleur des mondes, eh bien, sans bien sûr rentrer dans les détails, le meilleur des mondes, Aldous Huxley nous décrit une société à l'échelle mondiale, une société qui est hyper stable, dans laquelle il n'y a plus de guerre, plus de conflits, et tout a l'air d'être pour le meilleur dans le meilleur des mondes possibles. Et en fait, au fur et à mesure où on rentre dans le roman, on se rend compte que petit à petit, cette société qui a l'air vraiment sympa, en fait, elle n'est pas si sympa que ça. Ça va au détriment de la privation de liberté individuelle, du libre arbitre, etc. Et alors, je ne sais pas vraiment si c'est le point de départ de cette préoccupation vis-à-vis des technologies, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le meilleur des mondes, ça fonctionne bien parce qu'il y a une sorte de savant mélange entre une forme de totalitarisme et de technologie. Et donc, le point de départ de cette préoccupation remonte peut-être à la lecture de ce roman, mais j'en suis pas complètement sûr. Bref, je pense que vous avez tous des anecdotes dans lesquelles vous vous dites d'un côté « c'est génial, cette techno, ça me permet d'être plus efficace, ça me permet de faire papa-maman, etc. » Et en même temps, vous vous dites « mais la même technologie, il y a des externalités négatives qui apparaissent et on se dit « mais des fois, on marche vraiment sur la tête. » Alors, des anecdotes comme ça, j'en ai plein, vous en avez plein. Je vais en partager une avec vous qui m'avait beaucoup marqué. C'était il y a un petit peu plus de 10 ans. Et j'emmenais mes 2 filles jumelles, Maya et Iseline, à la crèche. Et en ressortant de la crèche, je vois ce petit garçon qui avait même pas 2 ans, qui était devant la porte-fenêtre de la crèche, et il était en train de faire ce geste de zoom to pinch sur la fenêtre. Ça vous fait marrer? Je me suis marré aussi. Alors, je ne me suis pas marré tout de suite, mais au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, je me suis penché pour me mettre à son niveau, et là, je vois que sa maman était en train de partir dans la rue, et la silhouette de sa maman était en train de devenir de plus en plus petite. Et le petit garçon était en train de zoomer sur la silhouette de sa maman pour la faire grandir et la faire revenir. Ouais. Et ben, j'ai fait comme vous. Sur le coup, je me suis marré. Je me suis dit, mais c'est vraiment rigolo, ce petit gamin. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable qu'à 2 ans, un petit garçon ait déjà son comportement qui est conditionné par l'usage de cette technologie. Alors, c'est une anecdote parmi plein d'autres. Je suis sûr que vous en avez plein dans votre vie. Je suis fan de technologie et en même temps, je suis extrêmement préoccupé par l'impact que celles-ci peuvent avoir sur la société. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de créer Dystopia. Alors, Dystopia, à l'origine, ce n'était pas un événement d'intérêt général, un événement d'écosystème, c'était l'événement annuel de ma société, Présence, la société que j'ai fondée il y a une dizaine d'années. Et pour que vous compreniez bien la genèse de cet événement, permettez-moi de vous donner quelques informations sur ce que nous faisons chez Présence. Donc Présence, nous sommes des spécialistes de l'innovation industrielle et en particulier, nous avons une plateforme à laquelle sont connectés un très grand nombre de talents de très haut niveau, et en particulier des experts en sciences et technologies. Et nos clients, aujourd'hui nos clients, c'est une 50aine de groupes industriels au niveau européen.
Et nos clients nous utilisent ou utilisent ce réseau d'experts, ils les mobilisent à la demande pour des durées qui vont de quelques minutes, quelques jours ou quelques semaines. Donc ils les utilisent à la demande pour une variété de cas d'usage. Ces cas d'usage peuvent être de l'aide à la décision, par exemple quand il s'agit d'arbitrer entre plusieurs technologies. Ils nous utilisent pour de la résolution de problèmes complexes, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Présence. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pour que vous compreniez bien que nous sommes extrêmement impliqués dans cet environnement technologique. Nous sommes fans de technologie, nos clients sont fans de technologie, et en même temps, nous sommes préoccupés par l'impact de ces technologies. Et c'est ce qui nous a poussé à créer Dystopia. Et même si, depuis la création de cet événement en 2014, Dystopia a évolué dans sa forme, Dystopia a évolué dans sa durée, Dystopia a même changé de nom, puisque ça s'appelle maintenant Dystopia et non plus le Raout de Présence, eh bien, le fil conducteur reste le même. Explorer l'impact des technologies sur la société, et en particulier, on ne va pas exclure d'aller explorer les scénarios les plus sombres. Alors le but, c'est pas de faire l'épouvantail de service, bien sûr, mais c'est de susciter une réflexion approfondie pour construire collectivement un monde humainement souhaitable. Alors on a deux objectifs pour vous aujourd'hui. Le premier objectif, ça va être de partager avec vous le meilleur état des connaissances sur les technologies qui sont au cœur de la thématique de cette année, que Jacques a rappelé tout à l'heure. Donc accéder au meilleur état des connaissances, et on va parler des technologies, on va parler des grandes tendances vis-à-vis de ces technologies, on va parler de leur degré de maturité, de leur application, etc. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, eh bien, nous allons chercher à frapper votre imaginaire. Frapper votre imaginaire pour, je l'ai dit, susciter chez vous et chez nous une réflexion approfondie pour construire ce monde humainement souhaitable. Et pour atteindre ces deux objectifs, eh bien, Dystopia a deux grandes spécificités. La première spécificité, c'est que, vous l'avez vu dans le programme, nous avons invité une vingtaine de speakers tout à fait hors normes, une vingtaine de speakers hors normes et qui viennent d'horizons tout à fait différents. Et en particulier, on va croiser le regard du corporate, de l'entreprise, de l'industriel. On va croiser le regard de l'académique, du technologue. On va croiser le regard de l'artiste et du penseur. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Alors déjà, je dois dire qu'on fait ça parce que moi-même, j'aspire à me situer au nexus de ces différentes disciplines. Mais la raison plus profonde, c'est qu'on est complètement convaincu que croiser cette multitude de regards permet une réflexion en dehors des silos, permet une réflexion en dehors de la boîte. Et ça, on l'a vu toutes les années précédentes. Ça permet, c'est un cocktail qui est complètement détonnant, pétillant, et on sait où on part, mais on ne sait jamais où on arrive. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, l'année dernière, avait écrit, par rapport à l'édition précédente, il avait écrit la chose suivante. Il avait dit « Tout s'est passé exactement comme pas prévu ». Et bien ça, c'est exactement l'esprit de Dystopia. Donc ça, c'est la première grande spécificité, croiser les regards de personnalités de haut niveau provenant d'horizons complètement différentes et variées. La deuxième grande spécificité, je pense que maintenant vous l'avez tous deviné, eh bien, c'est que nous utilisons la dystopie. Petit sondage. Qui sait ce que c'est qu'une dystopie ? Bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez une petite idée, mais pour ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs, une dystopie... alors, si vous avez lu Le meilleur des mondes dont je parlais tout à l'heure, vous savez ce que c'est qu'une dystopie. Si vous avez vu la série Black Mirror, alors vous savez ce que c'est qu'une dystopie. Et si vous n'êtes toujours pas sûr, eh bien, je vais vous dire, en fait, une dystopie, c'est tout simplement le contraire d'une utopie. Et ça peut prendre plusieurs formes. Alors, il y a la forme qui est un peu évidente, c'est un monde plus ou moins futuriste qui est de manière évidente cauchemardesque. Le truc, on n'a vraiment pas envie de vivre dedans. Okay ? Et il y a une deuxième forme, c'est ma préférée, c'est une forme qui est beaucoup plus insidieuse, c'est quelque chose qui ressemble à une utopie. Donc le meilleur des mondes dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. Un monde qui ressemble à une utopie où tout a l'air bien, tout a l'air sympa. Puis au final, quand on réfléchit, on se dit bah merde, on n'a plus de liberté individuelle, on n'a pas de libre arbitre et où on a plein de trucs qui ont disparu. Et là, on se dit c'est quand même pas aussi sympa que ça.
Bref, alors pourquoi est-ce qu'on utilise la dystopie? On utilise la dystopie, parce que, encore une fois, de manière très égoïste, je suis moi-même, et je sais que c'est partagé par un certain nombre de speakers aujourd'hui, je suis moi-même fan de science-fiction. Et le genre dystopique est un genre que j'aime particulièrement. Mais la raison principale, c'est que nous sommes absolument convaincus que la dystopie est un outil narratif extrêmement puissant pour frapper l'imaginaire et puis donc pour susciter cette réflexion approfondie que nous attendons. Bref, ces deux spécificités font de Dystopia un événement corporate, je pense, et nous en sommes absolument convaincus, un événement corporate tout à fait hors norme, un événement inhabituel. Et si nous sommes tous ensemble réunis aujourd'hui, je pense c'est que nous partageons tous cet amour des technologies, cette passion des technologies. Et nous sommes tous aussi réunis parce que nous sommes également préoccupés par l'impact de ces technologies sur la société, sur nos enfants, sur nos entreprises. Et si nous sommes aussi tous réunis aujourd'hui, c'est parce que, au fond, nous aimons aussi tous les choses inhabituelles. Un loup, un loup, un loup, un loup, un loup, excusez-moi, un loup, 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 non, un loup, 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 un loup n'avait que les os et la peau, tellement les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup l'aborde donc humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Oh, il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le loup. Quittez ces bois, vous ferez bien. Vos semblables y sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables, dont la seule condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré. Point de franche lipée, tout à de la pointe de l'épée. Non, suivez-moi, vous aurez bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fit pleurer de tendresse. Chemin faisant, le loup vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» dit-il. « Rien. »« Quoi, rien ?»« Bah, peu de choses. »« Mais encore !»« Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. »« Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » Pas toujours, mais qu'importe. Il m'importe que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Jean de La Fontaine, mesdames et messieurs. Alors, ce qui est intéressant dans cette fable qu'a écrit Jean il n'y a pas si longtemps, mais qui avait vu juste, c'est que, effectivement, chacun son choix. Loup, chien, chacun son camp.
Mais est-ce que on choisit son camp? Elle est là la question. Moi, par exemple, mon camp, je l'ai choisi. Je suis chien. Et mon collier, vous le devinez? Le voici. Gaffa! 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 Oh! 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 Donc c'est bien ce que je disais, complètement inhabituel. Bref, nous allons parler technologie, nous allons parler art, nous allons parler éthique, nous allons parler philosophie. Et pour ouvrir les festivités, j'appelle Emmanuel Kiva à me rejoindre sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel Kiva.